Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le test et l'unboxing du nouveau téléphone de chez Honor, le Honor 7. Donc avant tout, on va faire un tour rapide de la boîte avant de procéder à l'unboxing et après je pourrai passer au test du smartphone en vous le présentant bien sûr en détail. Donc avant de la boîte, le 7 du Honor 7, le logo Honor, tranche gauche et droite cellophane de protection. Tranche haute, on retrouve le modèle du téléphone PLK-L01. On retrouve la couleur, donc ici j'ai la couleur Fantasy Silver, donc argent. On retrouve les IMEI et Huawei Technologies. Tranche basse, rien du tout, et arrière aussi, rien du tout. Donc la boîte elle s'ouvre comme pratiquement toutes les boîtes maintenant, couvercle à soulever. On se retrouve directement en face du smartphone qui est posé sur son petit berceau en plastique dur. En dessous de ça, on retrouve un petit porte-document avec la petite languette pour retirer la nano-SIM et la micro SD, vu que le téléphone n'est pas amovible, hein, c'est un unibody tout en un. Et vu que c'est un modèle de test, je n'ai pas eu droit à la documentation. En dessous de ça, on retrouve deux petites autres boîtes, un pour le bloc d'alimentation, comme il fait écrit sur la boîte, et l'autre pour le câble USB. Il n'y a pas d'écouteur. Donc dans la boîte du câble, il y a le câble en micro USB. Ce n'est pas encore de l'USB type C, donc l'USB est réversible, un peu comme le port Lightning. Voilà. Et dans la boîte du bloc d'alimentation, il y a le bloc d'alimentation qui est logoté Huawei, vu que Honor appartient à Huawei. Essayez de faire un petit zoom sur ça. Non, il veut pas. Donc il sort du 5 volts 2 ampères, c'est un bloc d'alimentation compatible charge rapide, vu que le téléphone est lui-même compatible charge rapide. Mais par contre, le câble USB, lui, n'est pas compatible, il faudra l'acheter à part. Et à l'heure où je vous parle, il n'est pas encore disponible en France et on peut seulement l'importer. Donc je vais un peu débarrasser tout ça et on va procéder à un petit tour rapide du téléphone. On a maintenant devant nous le Honor 7. Une fois en main, il est quand même assez imposant, hein. Écran de 5,2 pouces. Pas de boutons sensitive ou capacitive, ils sont intégrés dans l'écran, c'est des soft keys. Donc à l'avant on retrouve ici des sensors, la caméra frontale, le haut-parleur frontal pour tout ce qui est appel, et ici je ne sais pas si vous voyez mais il y a la LED de notification qui clignote. Et ici on a une LED frontale pour tout ce qui est selfie. Tranche gauche on a un bouton intelligent que je reviendrai par la suite, hein, durant le test. Et ici on a la petite trappe pour la nano SIM et la micro SD. Tranche droite on retrouve le bouton Power qui a un petit relief assez sympa et on peut facilement l'accrocher. Alors je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Non, il n'a pas envie. C'est bien dommage vu que c'est assez sympa. Quand on le prend en main, on tombe directement dessus. Ici on retrouve donc les boutons volume plus et volume moins. Tranche haute, on retrouve ici un port infrarouge pour tout ce qui est TV, décodeur ou autre. Le port jack 3,5 mm comme d'habitude. Et un second micro pour tout ce qui est atténuation de bruit. Tranche basse, on retrouve un haut-parleur, le port micro USB et un micro
Alors, on pourrait croire que c'est deux haut-parleurs, mais non, c'est haut-parleur micro. À l'arrière, on retrouve donc un dos en métal, sauf ces deux bandes ici et ici, qui sont en plastique, c'est pour faire passer tout ce qui est le réseau, GPS et tout. Un gros appareil photo, c'est le IMX 232G Sony qui est noté à 21 mégapixels, un double flash et un petit lecteur d'empreintes digitales. Ici on retrouve aussi le logo Honor, je ne sais pas s'il est incrusté dans la coque. Et c'est tout. Donc je vais maintenant retirer la nano SIM et la micro SD grâce à la petite languette. Donc c'est tout simple, hein, vous mettez la languette dans le petit trou, vous tirez et il se retire très facilement. Donc on a bien la micro SD. J'ai mis une petite SD de 2 Go, ça me suffit amplement pour mon utilisation, et la petite nano SIM. Donc on peut utiliser la nano SIM 1 et si on veut utiliser une nano SIM 2. Mais si on met la petite micro SD, eh bien on ne peut mettre donc qu'une seule carte SIM, logique en soi. Donc on va maintenant se retrouver pour le test du smartphone, avec la surcouche, les performances, le son audio, ainsi que l'appareil photo. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet du test avec la partie écran et son du téléphone, donc écran, vidéo, son. Rien de mieux pour ça que vous montrer une petite vidéo 1080p sur le Honor 7. Donc j'ai oublié de préciser, mais l'écran c'est du IPS Neo 5,2 pouces comme j'ai précisé au début, 1080p, 1920 x 1080. Donc j'ai lancé une petite vidéo YouTube en 1080p. Donc vous avez pu vous faire une petite idée rapide de l'écran. Petit défaut de l'écran ici, ce sont d'abord du contour, hein, de trop gros bords à mon goût. Donc l'écran n'a pas vraiment de défaut, quoique les couleurs sont un peu flashy. Je vais vous montrer ça avec l'application Screen Test. Un Screen Test, voilà. Donc les blancs ne tirent pas vers le jaune ou vers le gris. Le noir est vraiment profond. Et le rouge, voilà, il est beaucoup trop flashy. Beaucoup trop vif. Donc à la caméra, il tire vers l'orange. Le vert, un peu vers le bleu turquoise, qui est aussi beaucoup trop flashy. Et le bleu qui tire vers le jaune sur la caméra est aussi beaucoup trop flashy, trop vif. Donc maintenant pour le son, alors je vais aller sur YouTube encore une fois, vu que je n'ai pas vraiment de musique à vous proposer, hein. No copyright song, pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur à cause de YouTube. Donc je vais mettre une petite musique au hasard, voilà. Donc le haut-parleur ici, hein, ce n'est pas un double haut-parleur comme j'ai dit. Ça pourrait porter à confusion, mais non, il n'y a qu'un seul haut-parleur. Donc là, le volume est plus ou moins à demi, et on l'entend déjà très bien. Et donc à fond, il est vraiment très puissant,
et il ne sature pas du tout. L'avantage d'avoir un haut-parleur sur le bas, ce n'est pas comme sur le Honor 6 d'avoir un haut-parleur à l'arrière, de le mettre sur le bureau et d'avoir un son étouffé. Là, vu qu'il est sur le bas, il n'est pas du tout étouffé, on peut le poser sur un bureau sans problème et écouter la musique. Donc pour donner mon avis sur le haut-parleur, il est vraiment très bien. Je vais vous montrer maintenant avec une autre petite musique qui est beaucoup plus particulière. Alors, je ne sais pas, voilà. Donc ça pourrait paraître assez bizarre la musique. Et là on a vraiment tout, médium, aigu et grave. Et comme on entend, les graves, on ne les entend pas beaucoup. Tout ce qui est médium aigu, on les entend assez bien. Prochaine partie du test, on va parler donc de la surcouche, ce qui est important vu que quand vous achetez un téléphone, la plupart du temps vous n'allez pas le bidouiller. Et là, il n'y a pas de ROM custom ou autre, donc vous ne pourrez pas le personnaliser à 100%. Je vais essayer de régler la caméra. Voilà. Donc le téléphone, c'est du Android 5.1.lollipop qui est surcouché EMUI 3.1, la nouvelle version de EMUI. Voilà, à propos du téléphone, EMUI 3.1, on a le numéro du modèle bien sûr. Et alors, où il est... Ah, même pas, ce n'est pas du 5.1 comme sur Honor 6, c'est du 5.0.2, excusez-moi. C'est donc du Lollipop. Du Lollipop vraiment bien optimisé. Ce n'est pas comme les anciennes versions de TouchWiz, où il y a des problèmes de RAM ou autre, même si, malgré les 3 Go de RAM, ça peut un peu être décevant. Donc je vais ouvrir quelques applications et vous verrez ça. Le problème de la RAM, c'est quoi? C'est que elle a beau avoir 3 Go de RAM, si on prend par exemple la dernière, bien elle se relance. ES, paramètres, galerie. Alors là j'en ai ouvert beaucoup, c'est intentionnel, hein. Donc si maintenant je rouvre Screen Test, eh bien ça peut rester actif, hein. Je n'ai pas dit que ça se fermait tout le temps. Mais des fois, quand on n'utilise plus le mobile pendant quelques minutes, ça peut arriver que le multitâche ferme les dernières applications en cours. Donc pour revenir à la surcouche EMUI 3.1, c'est vraiment basique. C'est un peu du MIUI ou du iOS, même launcher si vous préférez. Donc on n'a pas de app drawer, donc pas de grille d'application comme on pourrait avoir ici. Mais on a vraiment rien que les applications. On retrouve donc 4 ou 5 applications si vous préférez que vous utilisez plus récemment. Moi j'ai mis l'appel, contact, SMS et WhatsApp. On retrouve toutes les applications en format 5 x 5 avec possibilité de création de dossiers et bien heureusement. Pour ce qui est petite fonctionnalité sympa de la surcouche, comme j'ai montré ou pas, c'est
le petit capteur d'empreinte digitale qui fait vraiment bien son boulot. Je l'éteins, je pose mon doigt même pas une seconde, hein, et ça se verrouille automatiquement. Alors le petit bug aussi, c'est que des fois il ne prend pas en compte mon empreinte quand j'ai les doigts un peu trop sales, ou même quand ils sont un tout petit peu humides. Du coup je suis obligé de nettoyer le capteur ainsi que mon doigt, ou alors passer plusieurs fois en faisant comme ça. Sinon rien qu'en le posant, bien ça marche. Si on l'allume par le bouton Power, on a le lock screen, et si on utilise le capteur d'empreinte digitale, vous devrez mettre un petit mot de passe. Vous entrez le mot de passe et vous pouvez accéder à votre téléphone. Pour la barre de notification, c'est vraiment du classique, hein. Partie notification, partie raccourci, avec tout ce qui est raccourci, Wi-Fi, Bluetooth, paramètres, capture d'écran, GPS, données mobiles, et ainsi de suite. Donc avec les paramètres, c'est vraiment très simplifié. On a tout ce qui est généraux, paramètres généraux, hein, les plus utilisés. Et dans tout, on a tous les paramètres. Donc autre petite fonctionnalité sympa de la surcouche, c'est ce petit bouton. Vous pouvez vous demander à quoi sert ce bouton. Eh bien c'est vraiment très intuitif et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors, où est le petit paramètre? Voilà. Donc le paramètre pour configurer ce petit bouton se trouve donc dans Assistance intelligente et Touche intelligente. Vous avez le choix entre trois actions, soit appuyer, appuyer deux fois ou alors reste appuyé. Pour l'appuyer, j'ai mis des captures d'écran vu que j'en fais pas mal pour montrer à des amis ou autres. Appuyer deux fois, donc double tape rapide, j'ai mis l'appareil photo. Et reste appuyé, toc, et j'ai mis Facebook pour rester en contact avec tout le monde. Donc ça, vous pouvez changer les actions, hein. Ici, avec les raccourcis, vous avez aucun, prise de vue rapide, enregistrement vocal, lampe torche ou capture d'écran. Si je mets lampe torche, ça allume simplement le flash. Et dans appli ouverte, eh bien, je peux configurer une application à l'action. Par exemple, si je mets calculatrice, appuyer, ça m'ouvrira la calculatrice. Pour revenir dans le reste des autres applications, au tout début, donc, gestion double carte SIM, vu que le téléphone est compatible double SIM, double nano SIM. C'est important à préciser, vu que j'avais qu'une micro SIM et j'ai dû la changer pour une nano SIM. Donc les paramètres double carte est vraiment bien fait. Ici on a le choix pour activer la carte 1 ou 2. Donc cette action désactivera carte 1. Je n'ai pas envie de la désactiver. Ici on peut choisir quelle carte prendra la 4G ou la 3G, données mobiles par défaut ou appel message par défaut. Pour le Wi-Fi, c'est classique, hein, à part Wi-Fi+. Donc Wi-Fi+, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous vous approchez d'un endroit où vous avez un Wi-Fi que vous avez déjà appairé avec le téléphone, ça l'ouvrira automatiquement. Ici par exemple j'ai deux Wi-Fi, hein, j'ai mon CPL et mon routeur. Eh bien mon CPL est plus proche et il se connectera sur lui et non sur ma box qui est plus loin. On a l'interface Bluetooth qui est aussi vraiment simple, même si j'ai un petit bug. C'est avec ma manette par exemple, hein, ma petite iPega, je la connecte, tout se passe bien, je la déconnecte et si je veux la réappairer à nouveau, eh bien je dois la nouveau désactiver et la reconnecter à nouveau. Donc en gros, je perds à chaque fois plus ou moins 15 secondes si je veux la mettre en mode
jeu, ce qui est assez gênant. Et même sur le Honor 6, j'ai ce problème. Gestion des flux de données, c'est pour vous montrer la consommation de tout ce qui est 3G et 4G. Classement par consommation de données, c'est les applications qui prennent le plus quotidien, donc journalier et mensuel par mois. Donc ici on peut voir la consommation en données mobiles et en Wi-Fi. Alors je ne sais pas si on va le voir. On va pas faire le focus. Voilà. Donc 248 MO en 3G 4G et 10 Go en Wi-Fi. Application connectée, c'est tout ce qui est application qui requiert de la connexion mobile, tout simplement, une connexion internet. Et vous pouvez choisir de désactiver la 3G si par exemple WhatsApp, vous activez votre 3G ou votre 4G, WhatsApp a besoin de se connecter à internet, il ne pourra pas se connecter. Application système, c'est aussi tout ce qui requiert données mobiles, plutôt données internet. Consommation de données 4G, c'est simplement la consommation utilisée par chacune des applications. Et point d'accès réseau. Donc, rien d'important. Dans plus, vous retrouvez le mode avion, Link Plus, qui sert à améliorer la connexion mobile. Donc le réseau, par exemple, si vous allez fréquemment en train et que votre mobile utilise deux antennes différentes, mais il se connectera beaucoup plus vite, comme Signal Plus. Voilà. Ici on a le réseau mobile pour activer la 3G, 4G, les itinérances de données ou autres. Et je vois qu'il n'y a pas la 4G+, ou plutôt pas d'option pour l'activer. Bien dommage. Partage de connexion internet, soit via Wi-Fi, donc vous activez votre 3G ou 4G et vous pouvez partager votre donnée ou via Bluetooth, ou si vous êtes connecté en USB, via USB. On a tout ce qui est VPN pour le réseau et diffusion cellulaire. Pour l'appareil, ou plutôt pour la surcouche, vous avez le choix entre deux types d'interface, soit la classique avec toutes les icônes, ou soit un peu à la Windows Phone, si vous préférez, à la simple. Donc si je fais appliquer maintenant, bien j'aurai ce genre d'interface. Et je vais remettre une interface classique. Bien sûr, tout a changé. Et appliquer. On vient dans les paramètres. Si je vais maintenant dans affichage, on peut changer la température de couleur, soit de mettre froide, donc vers un bleu si vous avez trop mal aux yeux, ou alors si vous préférez les couleurs chaudes, où là ça tire plus vers le jaune. Personnellement, je mets plus ou moins ici, un peu plus vers le froid que le chaud pour avoir des couleurs un peu plus naturelles. On peut changer le fond d'écran du lock screen et de la page d'accueil. Si maintenant on active cette petite option, secouer, mélanger, bien, ça modifiera le fond d'écran de votre launcher directement, ou changement aléatoire, où là ça changera automatiquement de fond d'écran. Taille de police, on a le choix entre les classiques petit, normal, grand, très grand ou ultra grand. Personnellement, je mets toujours en petit, c'est bien plus agréable pour mes yeux. Écran de veille interactif, c'est simplement un écran de veille. Témoin lumineux, c'est le petit témoin lumineux qui se trouve juste ici, que je vais activer.
afficher la connexion du mobile, c'est les données mobiles prises en compte, la vitesse ou alors l'affichage de votre opérateur. On peut modifier la luminosité, soit l'ajuster automatiquement ou alors la modifier à sa guise. Alors l'écran n'est pas vraiment très lumineux à fond, hein, donc je suis toujours obligé de la laisser à 100%. Vu que là c'est un peu trop sombre, pas sombre, trop sombre là justement, pas trop lumineux. Et là à fond les molettes, et c'est pas encore beaucoup, très fort. Rotation automatique de l'écran, tout simple. Ou l'affichage sans fil. Alors je fais un rapide, maintenant je vais faire un rapide aperçu pour pas toujours tout vous montrer, sinon le test durera 2 heures. Hein. Donc ici on a le son, stockage, donc c'est un modèle 16 Go. Sur les 16 Go on a réellement 10,5 Go de disponible qu'on peut rajouter bien sûr avec une carte micro SD. On peut choisir l'emplacement par défaut, ça peut être intéressant pour certains, ceux qui ont une carte SD beaucoup plus grande, de 64 Go par exemple, ben, ils peuvent mettre carte SD en stockage par défaut. Batterie, je reviendrai juste après, mais pour du 3100 mAh, elle n'est pas vraiment intéressante l'autonomie. Économie d'énergie, ça peut être intéressant, ça aussi pour les plus économes en batterie. Donc on a le mode performance où ça tire beaucoup plus sur le CPU et le réseau pour tout ce qui est jeu ou vidéo. On a le mode intelligent, donc qui règle la fréquence du CPU, et le mode ultra économie d'énergie, où là c'est juste pour téléphone, message, contact. Enfin c'est dommage d'avoir fait ce mode et de ne pas avoir vraiment fait l'interface à 100% quoi. Je reviens donc aux paramètres. On a l'écran de verrouillage, on peut le modifier. Les données de localisation pour le GPS, le mode ne pas déranger, donc mode silencieux, centre de notification pour autoriser ou pas les notifications et pour modifier, soit il n'y a que sur la barre de notification, voilà, je suis arrivé, soit on a une petite bannière, donc une petite pop-up qui s'affiche, ou si on souhaite aussi le mettre sur l'écran de verrouillage. On a les applications protégées, donc s'ils doivent être fermés ou pas automatiquement. Sécurité. C'est du classique, hein, c'est du Android, donc ici l'idée d'empreinte digitale, ça c'est vraiment important maintenant. Soit si on le touche, on a le retour. Toucher maintenir, c'est retour à l'écran d'accueil. Et ici, toucher maintenir le capteur d'empreinte digitale permet de prendre une photo, réaliser une vidéo depuis l'écran Viewfinder. Je ne sais pas ce que c'est, j'y suis jamais allé. Hein. Maintenant, si on érafle vers le haut, on a le multitâche. Et si on érafle vers le bas, panneau de notification. En gros, ça, c'est le multitâche. Retour. Panneau de notification. On reglisse vers le haut. Ça retire le panneau de notification, voilà. Simple tape retour ou appui long, home. On peut en régler plusieurs, bien sûr, hein. On peut en régler 5, je crois. Ici, j'en ai déjà mis 3. Alors, utilisez l'empreinte pour déverrouiller l'écran, bien sûr, accès au coffre-fort si vous souhaitez mettre des applications dans un coffre-fort qui nécessite votre empreinte pour y accéder. Petit test pour vous, l'enregistrement d'une nouvelle empreinte digitale, donc je vais utiliser un autre doigt en plus.
Et il faut... ne bougez pas votre doigt, oui. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, ça ne veut pas avec ce doigt, bien dommage. Donc celle-là, les petits bugs du capteur d'empreinte digitale, ça ne marche pas toujours. Il y a quelques petites imperfections, c'est pas encore parfait. Donc ici, on a sauvegardé réinitialisation, soit on veut sauvegarder, soit restaurer les valeurs d'usine, donc faire un full wipe. Ici, gestionnaire de compte du téléphone. Application, gestion des applications. Pour en désinstaller ou en désactiver, télécharger sur la carte SD active ou toutes les applications. Applications connectées, donc je l'ai montré avant, c'est pour les applications qui nécessitent du réseau mobile pour les bloquer. Ou non, plus tout ce qui est appel, SMS ou email. Action vocale, c'est aussi une petite fonctionnalité sympa que je n'utilise pas. Donc si vous perdez par exemple votre mobile, vous criez Hi Honor, vous dites Where are you? Where are you? Donc où es-tu? Et il vous répondra avec un son bien puissant. Touche intelligente, je l'ai montré plus tôt. Contrôle par les mouvements, c'est du classique EMUI. Barre de notification, c'est pour changer l'emplacement des soft keys. Comme ça, donc mettre le retour à droite pour les gens qui préfèrent, mettre un bouton pour déployer la barre de notification ou bouton retour à droite et ouverture du panneau de notification. L'interface à une main, c'est aussi quelque chose de sympa. Pour l'activer, vous faites comment? Soit slide vers la gauche pour avoir l'écran à gauche, ce qui permet d'avoir une toute petite interface, ou alors slide vers la droite et avoir l'écran à droite si vous utilisez votre téléphone de la main droite. Pour revenir à l'écran normal, rien de plus simple, tapez dans le vide et c'est bon. Changement de clavier, c'est pour avoir donc l'interface du clavier qui devient aussi plus petite pour contrôler à une main. Non plus, on a le menu flottant, un peu comme Assistive Touch sur iOS. On a l'étui intelligent aussi. Mode casque intelligent, donc si vous connectez un kit main libre qui n'est pas fourni avec le téléphone. Capture d'écran intelligente, donc ça c'est si vous tapez 2 fois sur le téléphone. Alors je ne sais pas comment ça marche. Toquer fermement. Voilà, donc vous tapez 2 fois un peu plus fort et ça prendra directement capture d'écran. Que je n'ai jamais utilisé, hein, donc je peux la désactiver. Mode tactile désactivé, empêche toute utilisation involontaire du tactile. Et le mode gant. Donc ici on a maintenant tout ce qui est paramètres classiques, date et heure, langue et saisie, accessibilité, impression, option pour développeur qui est disponible en tapant, je ne sais plus c'est lequel, je pense que c'est sur le numéro de build. Voilà, vous tapez 10 fois sur le numéro du build et vous pouvez accéder à ces options pour un peu modifier tout ce qui est performance ou autre. Ici on a aussi un petit menu mise à jour, donc le téléphone est bien suivi. Il doit normalement recevoir une nouvelle notification qui rajoutera plusieurs accessibilités à votre appareil photo, donc le mode professionnel pour un peu changer tout ce qui est paramètres, les ISO, la balance des blancs et tout. Bref, je ne suis pas vraiment connaisseur. Et donc depuis que j'ai le téléphone, depuis 3 semaines, j'ai eu une petite mise à jour. J'étais en B110 je pense, et j'ai eu la mage vers la B121. Donc on en a fini avec la partie surcouche, la plus grosse partie du test. On se retrouve maintenant pour la partie performance et benchmark. Bien, on se retrouve maintenant pour la partie performance et maintenant je vais utiliser mon Honor 6 et mon Honor 7 vu que le but du test en premier, le but du prêt que j'ai demandé, c'est le Honor 7 vaut-il le coup face au Honor 6. Niveau caractéristiques,
On a donc du Kirin 920 sur le Honor 6 et du Kirin 935 sur le Honor 7. Donc je vais un peu vous montrer plus en détail le 937 vu que c'est un peu plus intéressant. C'est donc un quad-core 2,2 GHz et un autre quad-core 1,5 GHz en Cortex A53. C'est donc une architecture Big Little, donc 4 petits cœurs qui est utilisé pour les petites, pour tout ce qui est petites applications, et 4 autres cœurs qui est utilisé pour tout ce qui est gros jeux. Et comme GPU sur les deux, on retrouve le Mali T628-24. Ah non, c'est du T624, excusez-moi. Et c'est donc du Full HD sur les deux. Ce qui est intéressant sur le Honor 6, c'est qu'on peut mettre un mode 720p, donc pour économiser l'énergie et avoir plus de performance. Petit test en premier avec Antutu Benchmark. C'est pas un benchmark vraiment que j'aime bien, vu qu'il n'est pas vraiment représentatif. Donc d'un côté, vu que le Kirin 935 est compatible 64 bits, ça met directement cette version de Antutu, et là le 920 n'est pas 64 bits, donc il active la version normale. Et je vais laisser place maintenant au benchmark. On voit d'ailleurs que le Honor 7 est un peu plus rapide dans le test que le Honor 6, mais il faut préciser que en jeu, le Honor 7 est 30% moins performant que le Honor 6. Donc en gros, le Honor 6, niveau performance, en jeu, terme GPU, et d'ailleurs il s'éteint, je ne sais pas pourquoi. Bien. Pourtant, il avait encore pas mal de batterie. Bref, sur Antutu, vous avez vu en 1080p il fait du 40 000 et en 720p il en fait 44 000. Et je ne sais pas pourquoi il s'éteint vu que la batterie était encore chargée. Bref, c'est pas grave, du moment que c'est pas le Honor 7 qui s'éteint. Alors je vais rallumer le Honor 6 si je peux. Et je vais le mettre aussi ici pour que vous aperceviez l'écran de boot de EMUI. C'est le même sur les deux téléphones, hein. C'est du EMUI 3 points classique, même sur couche. Je ne sais pas ici si je pourrais montrer l'écran, mais sur ce test là, non, il veut pas. Bref, il apprivoise les entre 20 et 30 fps, et des fois ici c'est un peu moins. Donc j'ai fait un test tout à l'heure pour voir si maintenant le score ne sera pas faussé. Et en mode performance 1080p, il me fait du 50 000. Donc c'est 10 000 points en plus que le Honor 6. Donc on est bien proche des 50 000. Hein.
Niveau comparatif, on est au-dessus d'un Note 4, ce qui est assez bizarre vu que le Note 4 c'est du S805 Quad HD, quoique c'est fort possible à cause du Quad HD. On est aussi au-dessus d'un Zenfone 2, on est en dessous d'un LG G4 qui a un S808. Donc niveau performance, on peut voir sur AnTuTu qu'on est au niveau d'un S805, S808 qui sont en Quad HD. Niveau détail, on a donc 49 494 points ou 49 494 pour les Français. Autre benchmark, j'ai aussi Geekbench, un benchmark beaucoup plus représentatif. Et donc, vu que le Honor 6 a l'air d'avoir encore de la batterie, je ne sais pas pourquoi il s'éteint, vu qu'il y a 22% de batterie, et on va pouvoir les mettre côte à côte. Donc, niveau performance, c'est indiqué. Ici, on a du Android 5.1.1, Kirin 920, donc c'est du iSilicon, le créateur. Processeur maison, 3,31 GHz aussi pour le CPU. Il est donc aussi équipé du Big Little. Je connais pas les spécificités du processeur en tête. C'est aussi du Mali T624. Et niveau mémoire, c'est aussi du 3 Go sur les deux. Je vais lancer le benchmark. J'espère que le Honor 6 ne fera pas la même bêtise de s'éteindre en plein bench. Ce serait dommage vu que c'est assez intéressant de les comparer, surtout au niveau jeu, vu que le Honor 6 est censé être plus performant que le Honor 7 niveau GPU. Mais pourtant, sur quelques jeux, par exemple un jeu auquel je joue assez bien ces temps-ci, c'est Rayman Jungle Run ou Fiesta Run. Je pense que c'est Fiesta Run. Eh bien, le Honor 7, eh bien, il ne saccade pas, ou le Honor 6, eh bien, saccade à fond. Et donc, je ne sais pas pourquoi, il vient encore de s'éteindre alors qu'il a fait 22%, et il n'est pas chaud du tout, donc je ne sais pas, je le rechargerai tout à l'heure. Sur Geekbench, 928 en single core et 3570 en multicore. Donc c'est là où on voit que le Big Little est assez intéressant. En single core, on est au niveau d'un S801 et en multicore, on est bien au-dessus d'un S801. Et vu que le S801, c'est simplement du quad-core. Et on est en face d'un octocore. Autre benchmark, c'est aussi Selfbench. Alors j'ai pris quelques benchmarks utilisés par plusieurs testeurs. Après, je vais pas tous les faire, comme 3D Mark, Epic Citadel ou autre. J'en ai pas pris énormément, j'en ai pris juste 2-3 pour comparer avec plusieurs mobiles et c'est tout. Celui-ci est un peu plus long. Et je vois qu'il traite sur tout sur du Java. Ce qui est fait écrit. Logique. Alors le téléphone, malgré les benches que j'ai effectués, qui saturent assez le processeur, eh bien le téléphone il chauffe pas énormément. C'est un peu comme sur le Honor 6, l'arrière, la chauffe elle est vraiment bien dissipée. Donc on retrouve pas rien que, par exemple sur la batterie ou sur le processeur, on retrouve vraiment une chauffe intégrale. Et donc c'est là où c'est intéressant
on n'a pas seulement un point qui chauffe, ça pourrait créer des problèmes de batterie, d'autonomie ou de composants qui durent moins longtemps. C'est vraiment toute la surface qui chauffe. Il est un peu plus long celui-là, un peu beaucoup plus long. Alors, voilà un peu les résultats. Donc je vais un peu vous zoomer, vous mettez sur pause. Hein. Je vais pas commencer à tous vous les lire. Donc voici niveau résultat. J'espère qu'il veut bien me faire plaisir cette fois-ci. On va faire un petit focus. Voilà. Donc on est bien au-dessus d'un S3, d'un One X et d'anciens smartphones. Maintenant sur l'écran, il est compatible 10 points, mais ça bug un peu. Donc j'ai bien 5 doigts que je peux interagir en même temps. 6, 7, 8, 9, 10. Mais ici, regardez, j'ai des 10 points, mais ça bug au niveau ici de ma main gauche. Donc c'est pas vraiment du 10 points, je dirais plutôt 8, 9, vu que 10 points, ça bug un peu. Maintenant au niveau jeu, j'en ai installé un assez gros GTA San Andreas. J'en ai testé d'autres comme Fiesta Run où il tourne avec quelques petits soucis de lag. Hein. Il y a des moments avec beaucoup plus d'autres décors, voilà. Ça rame un peu. Donc ici j'ai lancé GTA San Andreas et je vais vous montrer aussi les paramètres graphiques. Et je pense que j'ai tout mis. Là où sur le Honor 6 par exemple, en full, ben ça rame un peu. Donc effet visuel j'ai mis en moyen, donc j'ai pas tout mis à fond, résolution 100%, affichage aussi, ombre j'ai mis complexe, véhicule, les reflets des véhicules au max, et c'est tout. Retour et reprendre. Là où c'est intéressant de le prendre, justement ce jeu, c'est qu'il n'est pas optimisé vraiment bien comme un autre jeu. Hein. Mais malgré ça, ça n'empêche pas d'avoir un jeu fluide et qui tourne vraiment bien. Alors, il n'y a pas de véhicule juste à côté, c'est bien dommage. Ah là, il y a une petite voiture. Donc on va pouvoir aller plus rapidement et voir si le téléphone y suit niveau affichage. Bon, bien sûr, c'est pas la voiture la plus rapide, mais on peut voir que ça charge assez rapidement et qu'il n'y a pas de problème de fluidité ou de lag. Et donc c'est vraiment là où le Honor 7, eh bien, il fait vraiment bien son travail. Sur un autre jeu un peu plus simple comme Clash of Clans, c'est vraiment du classique de chez classique. Hein, il tourne sur pratiquement tous les téléphones, même sur un monocœur 1 GHz. Je suis sûr qu'il tourne bien. Voilà. Mais j'ai déjà vu pourtant sur des téléphones comme par exemple le Huawei Ascend P6, où là, ben, c'est pas vraiment la joie d'y jouer, quoi. Donc si maintenant je fais des zooms comme ça,
eh bien, aucun problème. Donc je vais voir s'il n'y a pas... Voilà, donc c'est ça que je parlais niveau RAM tout à l'heure. C'est que si j'ouvre plusieurs applications et que je les laisse pendant quelques instants inactives, ben elles se relancent. Donc c'est tout maintenant pour les performances. Dernier point du test, c'est l'appareil photo. Niveau appareil photo, comme j'ai dit, c'est le IMX230 de chez Sony qui est noté à 21 mégapixels avec un double flash. Et devant, c'est un appareil photo frontal 8 mégapixels avec un flash frontal. Donc j'ai pas la dernière mise à jour du Honor 7, ce qui est assez dommage. Mais en gros, ça propose un mode professionnel, rajoutant beaucoup plus d'options pour ceux qui aiment vraiment faire de la photo. Et vu l'appareil photo, eh bien c'est un mode assez indispensable. Donc on a un mode photo normal, un mode embellir et un light painting. Ça je n'ai jamais utilisé, je ne sais pas ce que c'est. Donc je ne pourrais pas vous dire. Plus en détail, le mode bon plat, je ne sais pas si c'est une erreur de traduction ou s'il voulait dire gros plan, mais en gros c'est le mode macro photographie. Donc ici la genre de petite fleur, c'est les différents filtres qu'on peut utiliser, donc valence, mignon, sentimental, bleu et autres. Par exemple on a le mode vintage qui rajoute un petit effet. Et si on revient en mode original, voilà. Ici, pour activer la lampe torche, donc ne pas la désactiver même s'il y a de la lumière ou toujours la laisser activée. Pour revenir à la lampe torche, elle éclaire bien mieux que celle du Honor 6, vu que le Honor 6, même malgré son double flash, ben, il éclaire comme si il n'y en avait qu'un seul. C'est pas vraiment intéressant dessus. Pour les petites options supplémentaires ici, on a donc le mode ralenti, panoramique, mode nuit noire qui fonctionne assez bien, même si j'ai déjà vu mieux. Mode HDR, mise au point universelle, donc on prend une photo et on peut faire la mise au point où on veut. Meilleure photo, où là ça en prend plusieurs d'affilée et vous pouvez choisir la photo qui vous plaît, filigrane. Connecter, blablabla. Je suis ici. Donc en gros, ce doit être pour montrer la date et aussi la température du lieu où vous avez pris la photo. Timelapse, note audio et paramètres. Résolution, c'est bien du 21 mégapixels qui prend en 5152 x 3888. En résolution, c'est du 4 tiers, ou alors on peut aussi descendre jusqu'à 6 mégapixels. Étiquette GPS, emplacement d'enregistrement de votre choix, selfie parfait. Pour avoir un petit son pendant la prise d'une photo ou d'une vidéo, pour justement l'avoir ou pas, contrôle audio, minuterie, toucher pour prendre photo, capture des sourires, suivi d'objets, toucher maintenir le bouton de l'obturateur pour prendre par exemple en rafale ou mise au point. Fonction du bouton volume, c'est pour avoir l'obturateur, zoom ou mise au point. Prise de vue rapide, ouvrir l'appareil photo et prendre un cliché ou ouvrir l'appareil photo simplement. On a le choix des ISO, ISO 100 jusqu'à ISO 1600, balance des blancs automatique, incandescent, lumière du jour, fluorescent ou nuageux. Pour le mode macro photographie, j'ai pris lumière du jour vu que j'en prends plus à l'extérieur et c'est là où c'est vraiment important. Et bien plus avantageux. Niveau couleur des photos, ici pour le réglage de l'image, on a l'exposition, saturation, contraste et luminosité. Donc j'ai pas vraiment de photos à vous montrer, hein. Dans la description j'ai pris plusieurs photos que j'ai prises à l'extérieur. Donc je vous les mettrai soit sur NoiShack ou un autre hébergeur qui compresse moins les photos.
Maintenant pour la caméra frontale, ici on a donc la LED. On peut modifier. On peut modifier l'intensité du flash. Et du blanc sur du blanc, ça se voit pas vraiment fort. J'ai pris une photo sans exprès. Donc ici on a le mode frontal panoramique pour prendre des photos en grand angle, filigrane, note audio ou mode miroir. Donc juste avoir un miroir. Ici on peut faire un petit zoom tout simple. On peut aussi rajouter des petits filtres. Et c'est tout. Mais j'ai oublié la vidéo qui est important. Double tape ici. J'ai encore pris une photo. C'est là où c'est assez dérangeant quand c'est cliquer et prenez une photo. J'ai tendance à appuyer juste à côté. Niveau vidéo, le téléphone s'en sort vraiment bien. Donc on peut faire des ralentis panoramiques. C'est exactement les mêmes paramètres. Donc il est compatible Full HD ou 720p. Alors je pense que c'est du Full HD 30 fps, pas du 60 fps. Et je ne sais pas si dans la mise à jour il y aura le 1080p 60 fps. Pour la vidéo on a un mode beauté suivi d'objet, et donc ça trace un objet et ça applique la mise au point automatiquement dessus. Ou alors vous avez le stabilisateur d'image et la vidéo HDR. J'ai tout montré sur le téléphone, donc la surcouche qui est vraiment assez classique. Donc niveau outils, on a aussi plusieurs outils, comme la météo, miroir, loupe, qui peut être assez intéressant. Donc, ça fait vraiment, je vais montrer dans la vidéo, ça fait vraiment le focus tout près, c'est comme une loupe. Trop près, ça ne fait pas le focus. Trop loin, pas de focus. Faut vraiment trouver le bon angle. Pour la mise au point, je vais aussi revenir quelques instants dessus. Donc voilà. Et prendre par exemple le Honor 6 et mon petit BAF en mode macro, ce qui est plus intéressant au niveau mise au point. Oula. Si je fais la mise au point rien que sur le Honor 6, logiquement, tout le reste est flou. Et c'est là où le Honor 7 est vraiment intéressant. Si on prend par exemple rien que la petite enceinte, eh bien le devant est un peu plus flou. Alors je pourrais pas vraiment vous montrer maintenant le mode macro vu que le Honor 6 s'est éteint. Et je ne sais pas si j'ai des photos dessus, mais je ne pense pas. Ah, ou quoi que si. Ah, donc j'ai réussi à en avoir une petite. Je ne les ai pas tout supprimés. Donc ici on a rien que quelque chose de net, de beau, et le reste on a du flou. Et c'est là où c'est vraiment beau et où c'est vraiment avantageux pour certains qui aiment vraiment la photo. Donc je coupe et on se retrouve après pour la conclusion du test et pour répondre à la question où je voulais vraiment en venir. Le Honor 7 vaut-il le coup face au Honor 6? Conclusion finale du test, le Honor 7 vaut-il le coup d'être acheté si on a un Honor 6? Clairement oui. Le Honor 7 il est meilleur en tout point que le Honor 6. Même sur le CPU, le GPU, niveau jeu. Là où par exemple GTA San Andreas tournait avec des graphismes plutôt avancés, sur le Honor 6, en faible, il laguait encore un peu. Pour ça que je l'ai désinstallé. Le Honor 7 est meilleur en tout point que le Honor 6. Écran, vidéo, photo, son, Bluetooth, Wi-Fi, réseau mobile, en tout. Niveau disponibilité maintenant, le Honor 7 il est disponible sur la boutique VMAL à 350 €.
Honor propose des fois des réductions, des ODR de 50 euros, ce qui revient au Honor 7 à 300 euros. Et pour 300 euros, avec cette configuration, c'est vraiment le top. La finition est juste exemplaire, il y a un suivi de la marque. Honor est vraiment à l'écoute de ses clients, hein. Vous pouvez les retrouver sur Frandroid d'ailleurs. Si vous souhaitez parler avec Alexis de chez Honor, qui s'occupe de tout ce qui est communication sur les forums ou autres, et aussi sur le forum Android de jeuxvideo.com si vous avez des questions. Plusieurs testeurs ont eu le mobile grâce à un partenariat entre Honor et JVC. Ils ont pu faire un test et avoir le mobile. Donc je remercie Honor de m'avoir prêté ce Honor 7, de m'avoir fait confiance pendant ces 3 semaines de prêt. Ça a été vraiment 3 semaines de bonheur de tester ce smartphone quotidiennement. Donc j'espère que vous avez aimé ce premier test vidéo. J'essaierai d'en faire d'autres si j'ai d'autres mobiles en prêt de chez Honor ou d'une autre marque, ou alors des petits accessoires que j'achète sur internet et qui sont sympas à vous montrer. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager pour faire découvrir le téléphone et la marque, surtout à vos amis, à votre entourage, vu que c'est une marque qui est disponible seulement depuis Noël dernier, donc décembre 2014, sorti avec le Honor 6. Donc entre temps ils sont aussi sortis quelques autres téléphones et aussi une petite montre connectée. N'hésitez pas aussi à aimer et à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune information. Maintenant j'essaierai d'être moins inactif sur ma chaîne. J'ai été inactif pendant quelques mois. Je suis revenu ici avec le Honor 7 parce que j'ai demandé une petite demande de prêt. Je remercie d'ailleurs Gaël pour ce prêt. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao tout le monde.